En près de 65 ans de présence à l'écran, la saga James Bond a écrit une des pages les plus remarquables de l'horlogerie au cinéma. De Rolex à Omega, en passant par Seiko, le plus célèbre des agents secrets britanniques a épousé toutes les modes horlogères de son époque. Alors aujourd'hui, dans Watch Me, on s'attaque à l'intégrale des montres de James Bond. Action! James Bond naît sous la plume du romancier britannique Ian Fleming au tout début des années 50. Ancien officier du renseignement naval pendant la Seconde Guerre mondiale, Fleming puise dans son expérience personnelle et publie le premier roman des aventures de James Bond en 1952, Casino Royale. Bond fait face aux chiffres, banquier du service de contre-espionnage russe du SMERSH, qui organise une partie de baccarat dans un casino du nord de la France. Si le personnage démontre déjà un goût impeccable en termes de vêtements et de voitures, aucune montre n'est encore mentionnée. Le succès fulgurant du livre ouvre la voie à la première adaptation du personnage. Pas au cinéma, pas en Grande-Bretagne, mais à la télévision américaine sur CBS. Pour séduire cette audience, James Bond, interprété par Barry Nelson, devient un agent de la CIA, et William Landigan, présentateur du programme, explique les enjeux du baccarat en amont. Pour Fleming, les succès littéraires s'enchaînent. Et avec Vivre et laisser mourir, son livre suivant, on apprend que James Bond porte une Rolex. Aucun modèle n'est mentionné, mais Fleming est un grand admirateur de la marque à la couronne. Il ne se séparait jamais de son Explorer 1016, avec laquelle il a été photographié de nombreuses fois. Il faut attendre 1961 pour qu'Albert Broccoli et Harry Saltzman s'unissent et décident d'acheter les droits d'adaptation pour le cinéma. Et parmi les 600 et quelques acteurs considérés pour le rôle, c'est le ténébreux Sean Connery qui est choisi. Son passé de culturiste, sa grande taille et ses origines écossaises déplaisent à Fleming, mais la sortie de Dr No un an plus tard éteint toutes les réserves. Traduit en France sous l'épouvantable titre James Bond 007 contre Dr No, le film est un carton mondial avec près de 60 millions de dollars de recettes. Produit par Eon Productions et la United Artists, le film dispose d'un maigre budget d'1 million de livres seulement, et c'est probablement ce qui explique la présence de la première montre qui apparaît à l'écran dans le film. Lors de la mythique scène d'introduction du personnage, Bond porte une montre au boîtier doré. Si pendant longtemps, les fans et les amateurs d'horlogerie se sont creusé la tête pour identifier le modèle, il semblerait que cette montre soit la montre personnelle de Sean Connery. Une Gruen Précision 510. Fondée à la fin du 19e siècle, cette marque américaine était très populaire outre-Atlantique avant de disparaître, comme de nombreuses autres marques dans les années 70. À l'origine des montres abordables et assez communes à l'époque, sa probable identification a vu sa cote exploser sur le marché vintage. Mais la montre qui a marqué les esprits est bien évidemment la Rolex Submariner 6538. Lancée sur le marché en 1954, la Submariner fait partie des toutes premières montres de plongée à voir le jour. Et ce modèle en particulier est une véritable rareté. Bien qu'équipé d'un mouvement très fiable, rares sont les exemplaires à avoir survécu aux affres du temps. En témoigne le prix vertigineux atteint lors de certaines ventes aux enchères. Là encore, à cause du faible budget du film, c'est probablement la montre personnelle du producteur Cubby Broccoli que porte Sean Connery à l'écran. Petit détail amusant, il porte la montre assez haut sur le poignet, notamment lors des scènes avec Ursula Andress. Les montres de plongée étant encore relativement nouvelles et peu démocratisées auprès du grand public, on peut supposer qu'il s'agit d'une maladresse. Ce modèle mythique reste intimement lié à Bond, lui donnant même son surnom, la Submariner James Bond. Bond reste fidèle à la Rolex Submariner et à sa Gruen Précision, jusqu'à Opération Tonnerre en 1965, où il porte aussi une Breitling Top Time. Modifiée par le département de Q, cette montre est équipée dans le film d'un compteur Geiger afin de remettre la main sur les ogives nucléaires dérobées par Emilio Largo. Encapsulé dans un boîtier coussiné fabriqué spécialement pour le film, cet exemplaire est unique. Unique et pendant longtemps introuvable. Pendant des décennies, la montre a disparu de la circulation avant de refaire surface lors d'une brocante et d'être achetée pour 33 $. En 2013, elle fut adjugée à près de 104 000 $ lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Bond n'est cependant pas le seul à porter une Rolex dans les premiers films. Dans Goldfinger, la redoutable Pussy Galore interprétée par Honor Blackman porte une GMT Master, donnant elle aussi au passage son surnom à une montre. Mais après 5 opus qui l'ont rendu immensément célèbre, Sean Connery souhaite changer d'air et il abandonne le rôle de James Bond. Pour remplacer l'acteur totémique, les producteurs se tournent vers un mannequin australien sans aucune expérience de jeu, George Lazenby. Et ils choisissent d'adapter l'un des derniers romans publiés du vivant de Ian Fleming, décédé quelques années plus tôt, au service secret de Sa Majesté. C'est dans les pages de ce livre que l'on en apprend un peu plus sur la montre portée par le personnage, et que l'on déduit qu'il s'agit d'une Rolex Explorer. S'il change d'interprète, James Bond reste fidèle à Rolex, et il porte une fois de plus son habituel Submariner, ainsi qu'un chronographe 6238. Cependant, le film ne fait pas autant recette que les précédents. Si les débuts de la franchise avaient donné le ton du cinéma d'action et d'espionnage pour les années qui suivraient, la formule semble s'essouffler. En pleine révolution culturelle à la fin des années 60, le personnage monolithique, et aux tendances légèrement machistes, semble anachronique. C'est en tout cas ce que pense Lazenby, qui laisse tomber le rôle après seulement un film pourtant mémorable. Shaken?
but not stirred. Malgré le retour en panique de Connery coiffé de sa plus belle moumoute pour un cachet record pour les diamants, son éternel, l'heure est au changement pour la franchise. Elle ne se pose alors plus en faiseuse de mode, mais en suiveuse de celle-ci. Avec Vivre et Laisser mourir en 1973, Bond flirte avec l'un des genres cinématographiques en vogue à l'époque, la blaxploitation. Fait par et pour les Afro-Américains, ce sous-genre du cinéma d'exploitation fit la part belle aux personnages hauts en couleur et a vu l'émergence d'acteurs comme Richard Roundtree ou Pam Grier, que l'on verra ensuite dans Miami Vice à la télévision et dans Jackie Brown de Tarantino dans les années 90. Et on retrouvera tout au long des années 70 et 80 cette volonté de suivre les modes cinématographiques, n'hésitant pas à faire directement référence à des scènes et films populaires de l'époque. Ce qui est valable pour les genres dont les films s'inspirent, l'est aussi pour les montres qui y apparaissent. Dès Vivre et Laisser mourir, James Bond se dote des dernières innovations et modes horlogères. À commencer par la Pulsar P2, portée par Roger Moore dès le début du film. Toute première montre digitale à affichage LED rouge au monde, la P2 est une véritable innovation pour son époque. Avec un design avant-gardiste et vendu par Hamilton comme un ordinateur au poignet, son prix fait grincer des dents, plus de 2000 $, soit plus cher qu'une Rolex de l'époque. Malgré son prix et les railleries, la montre rencontre un vrai succès. Et plusieurs personnalités comme le futur président des États-Unis, Gerald Ford, s'affichent avec la montre au poignet. Après avoir vendu la marque Pulsar à Seiko dans les années 80, Hamilton a sorti une réédition de la P2 en 2020, l'Hamilton PSR. Bien moins coûteuse et plus résistante que l'original, cette nouvelle version se trouve pour environ 800 €. En plus de la P2, Roger Moore porte également une Tissot PR 516. Et c'est une erreur, car il s'agissait de la montre personnelle de l'acteur qu'il aurait tout simplement oublié d'enlever avant de tourner. Bien que Moore continue de rester fidèle à la Rolex Submariner, le personnage épouse à fond la révolution des montres à quartz et digitales de cette époque. Toute l'ère des Bonds de Roger Moore sera marquée par le partenariat de la saga avec Seiko. Dès la séquence d'ouverture de L'espion qui m'aimait en 1977, Bond reçoit un message sur sa Seiko 0674 Quartz LC lui ordonnant de faire son rapport au MI6. 2 ans plus tard, dans Moonraker, la M354 Memory Bank Calendar lui sert d'explosif pour se libérer. Et dans Rien que pour vos yeux, il porte 2 autres modèles, dont une Golden Tuna. Cette montre est un symbole de l'innovation et de la performance de l'industrie horlogère japonaise à l'époque. C'est non seulement la première montre de plongée équipée d'un mouvement à quartz, mais également la première avec un boîtier en titane. Et elle résiste à une pression allant jusqu'à 60 bars, soit 600 mètres de profondeur. Ce n'est d'ailleurs pas le seul film dans lequel Roger Moore porte cette montre. Un an plus tôt, en 1980, elle apparaît également à son poignet dans les loups de haute mer. Les Seiko Golden Tuna sont très recherchés par les collectionneurs et un modèle en bon état côtoie souvent la barre des 2 voire 3000 € de nos jours. Avec sa collection Prospex, Seiko l'a réédité en l'équipant d'un mouvement à quartz solaire. On peut la trouver aux alentours de 500 €. Mais depuis L'espion qui m'aimait en 1977, Roger Moore ne souhaite plus s'engager sur la durée dans le rôle de Bond et signe désormais un contrat film par film. Pour couvrir ses arrières, Albert Broccoli se met en quête d'un nouvel acteur pour le remplacer. Alors que les interprètes sont traditionnellement issus des pays du Commonwealth, son choix se porte sur l'acteur américain James Brolin. Grand, physique et sophistiqué, Brolin passe de coûteuses auditions pour reprendre le rôle de James Bond dans Octopussy. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Brolin s'habille chez les tailleurs de Savile Row et porte une Rolex Daytona 2 tons sur un bracelet Jubilee. C'est probablement la même montre qu'il porte dans la série Hotel, à laquelle il participera après que Moore ait finalement accepté de rempiler en tant que Bond. Car 1983 est une année où pas un mais 2 films Bond concurrents sortent au cinéma. Face à Moore dans Octopussy, Sean Connery reprend du service dans Jamais plus jamais. C'est une nouvelle version d'Opération Tonnerre. Le scénariste Kevin McClory en détient les droits suite à une longue bataille judiciaire avec Ian Fleming et la MGM. Bien que peu remarquable, si ce n'est par la première apparition au cinéma de Rowan Atkinson, ce film est l'occasion de voir pour la première fois une montre laser en action dans un James Bond. Difficile à identifier, cette montre pourrait être une Oris ou une Porsche Design. De son côté, Roger Moore porte l'une des Seiko les plus marquantes de la saga dans Octopussy, la TV Watch. Il s'en sert non seulement pour admirer le décolleté des employés du département Q, mais aussi comme instrument de vidéosurveillance. Vendue dès 1982 pour environ 500 $, cette montre était équipée d'un écran à cristaux liquides et pouvait capter la télévision, mais aussi la radio grâce à un récepteur. Trouver un set complet comprenant la montre, le récepteur et le casque audio est difficile aujourd'hui. Et onéreux. Les rares exemplaires, qui font surface de temps à autre, frôlent les 1500 à 2000 €. Bond se sert également d'une G757 pour suivre à la trace l'œuf de Fabergé au centre des convoitises dans le même film. Également très rare sur le marché vintage, on trouve des exemplaires qui avoisinent les 2000 €. Pour sa dernière apparition dans la peau de Bond, dans Dangereusement Vôtre, Moore porte pas moins de 3 modèles Seiko différents. Tout d'abord, une 7A28 quartz chronographe dès la scène d'ouverture.
C'est encore un modèle phare pour Seiko, car il s'agit du premier chronographe équipé d'un mouvement à quartz. Plus tard, face à Zorin, il porte un modèle dont le design n'est pas sans rappeler la Rolex Datejust. Mais le modèle le plus célèbre qui apparaît dans ce film est la H558-5000, plus communément appelée la Seiko Arnie. Cette montre a peu de présence à l'écran, mais on peut clairement l'identifier dans l'une des scènes coupées du film. Après une impressionnante course-poursuite sur les quais de Seine et son arrestation par la police française, Bond est libéré par l'amiral Hargreaves et retrouve ses effets personnels dans lesquels on identifie clairement la montre. Elle est indissociable d'Arnold Schwarzenegger, qui l'a portée dans pas moins de 4 films dans les années 80, comme Commando, Predator ou Running Man. Cette montre de plongée au diamètre imposant de 47 mm est très prisée par les collectionneurs. Certains exemplaires se négocient désormais à plusieurs milliers d'euros. À l'instar de la Golden Tuna, Seiko l'a rééditée dans sa collection Prospex, elle aussi équipée d'un mouvement quartz solaire, et on la trouve pour environ 400 euros. Roger Moore raccroche le smoking à près de 60 ans. Les producteurs se lancent donc une nouvelle fois en quête d'un nouvel acteur pour Bond. Sam Neill, Pierce Brosnan déjà, et même le français Lambert Wilson sont envisagés. Mais c'est Timothy Dalton qui décroche finalement le rôle, lui qui avait déjà refusé d'endosser le costume après le départ de Sean Connery des années plus tôt. Pour tuer n'est pas joué, c'est très certainement une Tag Heuer Professional Night Diver que porte le personnage, notamment lors de la scène d'ouverture sur le rocher de Gibraltar. Et le général Pushkin, interprété par John Rhys-Davies, porte lui aussi une Tag Heuer, la Airline GMT. Le bracelet de cette montre a la particularité d'être gravé du nom des villes et de la différence de fuseau horaire. Et elle est équipée dans le film d'un bouton d'alerte. Mais le partenaire officiel de ce film est Cartier. Bien que peu présente à l'écran, James Bond porte une Cartier Santos. Souvent considérée comme la première montre bracelet de l'histoire, elle fut conçue pour l'aviateur Santos Dumont au tout début du XXe siècle. Et elle est devenue depuis un symbole d'élégance sportive. Permis de tuer marque le retour de la Rolex Submariner au poignet de James Bond, mais aussi sa dernière apparition. Car avec GoldenEye, en 1995, la saga entame un partenariat toujours en cours aujourd'hui avec Omega. Le choix d'Omega vient de Lindy Hemming, la créatrice des costumes, qui suggère que la Seamaster serait un choix idéal pour le commandeur Bond. La Seamaster 300 ayant été adoptée un temps par la Royal Navy dans les années 60, cette montre de plongée semble coller parfaitement au bagage du personnage. C'est donc la Seamaster Professional 300M Quartz qui est choisie. Équipée d'un laser dans la lunette et dont la valve à hélium sert de détonateur. On ne parle pas encore à l'époque d'un véritable placement de produit, mais bien d'un choix personnel de la costumière. Mais dès le film suivant, le partenariat est entériné et Pierce Brosnan portera différentes versions de la Seamaster 300M jusqu'en 2002. En 2002, James Bond fête 40 ans de présence à l'écran. Alors pour l'occasion, Omega sort le premier modèle commémoratif de la Seamaster. Cette édition limitée à 10 007 exemplaires est gravée du logo 007 sur le fond de boîte, mais aussi sur le cadran à 6 heures. L'arrivée de Daniel Craig dans le rôle avec Casino Royale marque un tournant plus terre-à-terre dans la saga. Rolex. Omega. Beautiful. Et malgré les nombreuses Seamaster et Planet Ocean qui se succèdent pendant ces années-là, presque aucune n'est équipée de gadgets farfelus comme par le passé. Une pluie d'éditions limitées, anniversaires et autres s'enchaînent pour les 50e et 60e anniversaires de la saga. Mais aussi pour les sorties de Spectre ou de No Time to Die. Non content d'équiper James Bond, on retrouve également des Omega au poignet des Bond Girls ces dernières années. Moneypenny porte une Seamaster Aquaterra dans Skyfall et une DeVille dans No Time to Die. On peut apercevoir une constellation au poignet de Madeleine Swann. Et enfin, Nomi porte une Seamaster Aquaterra 150M. Après des films sans saveur, et surtout la mort à l'écran du personnage, la fin de l'ère Craig marque un nouveau tournant pour la saga. Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, les producteurs depuis 30 ans, ont été évincés après la prise de contrôle direct par Amazon de la franchise. L'annonce d'un nouveau comédien pour incarner Bond se fait attendre. Mais une chose est sûre, Omega sera de la partie. Avec la sortie en 2026 du jeu vidéo 007 First Light, le placement de produits continue. Le jeune James Bond s'affichera avec des modèles Seamaster inédits, ce qui présage peut-être la sortie d'éditions limitées ou de nouveaux modèles. L'avenir nous dira quel cap prendra la franchise, et surtout de quelle manière elle continuera d'écrire l'histoire de l'horlogerie au cinéma. De notre côté, nous n'en avons pas encore fini avec la franchise Bond sur la chaîne. Prochaine étape, les montres des vilains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si elle vous a plu. Si vous souhaitez vous équiper comme James Bond et par la même occasion soutenir la chaîne, je vous ai laissé les liens de quelques modèles abordables en description. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations horlogères.